Madame, Monsieur, bonjour et merci infiniment à vous de nous retrouver sur Equinox Télévision. Nous sommes lundi 27 juin 2022. On démarre cette nouvelle semaine avec les mêmes objectifs qu'à l'accoutumée, avec un programme qui mettra en selle de nombreux sujets. On aura dans un court instant l'histoire du jour et ensuite à 10h30 minutes. Ce sera le rendez-vous avec la colère de Charles Hamel à 11h00. La revue des réseaux sociaux à 11h30 minutes, ce sera interpellation. Donc, on va rappeler le plateau qui est en place. Charles Hamel Batchou, Isabelle Carole Zoupet, mais également Bombok Benkan Kanje et vous aussi, Dominique Audrey au Yengelek. Et avec vous, donc bonjour d'abord. Et on démarre la rubrique L'histoire du jour. Bonjour Eric Fopoussi, bonjour à tous les téléspectateurs. Ce matin, je vous soumets le problème de ce monsieur qui dit qu'il est avec sa nièce. Sa nièce, il l'a avec son épouse depuis qu'elle est âgée de 5 ans. Aujourd'hui, leur nièce est âgée de 16 ans. C'est leur première fille et malheureusement, il est un peu dérangé. Ma femme est trop maternelle. Elle materne trop les enfants, que ce soit notre première fille qui a 16 ans ou nos deux derniers, nos jumeaux, qui sont âgés de 6 ans. Elle ne sait pas faire à manger ou du moins ma femme ne la laisse pas faire à manger. Ma fille de 16 ans lave juste ses vêtements. C'est ma femme qui lave les vêtements des petits derniers. Elle lave ses vêtements, elle lave les miens. Lorsque ma fille commence à faire les travaux, parfois, ma femme vient prendre ce que l'enfant est en train de faire et fait elle-même. Aujourd'hui, ma fille arrive sensiblement à l'âge où le mariage va pointer son nez très bientôt. Comment est-ce que je peux donner ma fille en mariage si je ne suis pas sûre qu'elle pourra mener à bien les fonctions qui régissent le rôle d'une femme dans un foyer? Comment faire pour que ma femme laisse un peu plus de responsabilité à nos enfants? Je suis inquiet pour l'avenir. Doit-on les envoyer en vacances au village? Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce que je dois faire pour que ma femme lâche un peu du lest? Elle est hyper présente, hyper maternelle avec les enfants. Elle veut tout faire à la maison. Pourtant, il y a les enfants. D'accord. Bombok, est-ce que cet homme a raison d'être inquiet? Oui, il a raison d'être inquiet. Mais il a davantage tort de n'avoir pas su encadrer sa première fille qu'on lui a donnée. Et tant entendu que ici, au moins, la famille a eu un comportement de bantou, c'est-à-dire que lorsqu'une nouvelle personne intègre votre famille, votre fils vient de se marier, vous devez lui donner une fille qui bénéficie de l'encadrement de sa maman pour lui apprendre les rudiments de la vie. Et c'est ce que sa femme n'a pas compris ou ne comprend pas. C'est justement cette femme, caractère maternel, parce qu'il comprend que l'homme ne veut pas blesser sa femme. Parce que cet homme n'a pas su mettre en place un règlement intérieur qui va dans le sens de l'épanouissement de toute la famille. Première chose qu'on fait justement à ce moment-là, lorsque au moins vous avez une femme que la famille a accueillie, tout le monde va en congé. Les grandes vacances, vous allez chez vous. Et justement, ces premières années où, apparemment la différence c'est qu'elle a déjà 16 ans et les enfants, ça veut dire qu'elle n'a pas vite accouché, vraiment. Et là, ça veut dire que pendant tout ce temps, la femme, la nouvelle mariée, s'attelait à des tâches, ne voulait pas qu'on considère que la fille qui est arrivée à la maison, on va la traiter comme une nounou, comme quelqu'un. On voulait lui donner toutes les commodités pour aller à l'école, pour qu'il n'y ait pas de choses. Mais elle a oublié l'essentiel, c'est-à-dire la former comme elle-même, elle a été formée. Donc il faudrait, il a constaté ça tard, c'est quand même tard, parce que à partir de 12 ans,
l'homme doit avoir un regard sur l'évolution de sa fille. Et là où tu demande à ta femme, elle est comment, elle a, est-ce que, pour avoir, et de temps en temps, tu lui demandes de préparer, de commencer à faire de petits déjeuners, un certain nombre de choses. Là, il a constaté ça tard, donc il doit commencer à l'envoyer au village. Est-ce que de nos jours c'est important? De nos jours, les femmes ne préparent plus alors. Je comprends pourquoi les femmes, même quand il faut faire les râpés, on envoie écraser à la machine. Même le mbongo, on écrase à la machine. Même le ndola, apparemment, on lave à la machine. Bon, finalement... Est-ce que c'est cela qui va la définir comme vraie femme, entre guillemets? À un moment donné, quand même, vous voyez des personnes penser qu'aujourd'hui, il est plus important de privilégier pour une femme l'école, qu'elle puisse se construire, que davantage l'initier à la cuisine, comme on l'a fait par le passé. Monsieur Fopossi Negou, si vous observez le comportement des femmes aujourd'hui, il y en a qui refusent d'être enceintes. C'est-à-dire, elles sont en train d'imaginer la formule où la grossesse peut être transportée auprès de l'homme. Elles ont commencé progressivement à dire « je n'allais pas, mes seins vont tomber ». Il a fallu que nos mamans leur disent que tu allaites ou pas, tes seins vont tomber. Et elles ont du mal à voir ça. Donc, je vous dis que même la grossesse, donc assumer la maternité pour une femme devient dans un pays comme en problématique. Espagne, par exemple, il y a la GPA, la gestation pour autrui. Voilà. Donc, il y a des femmes, c'est un grand business. Voilà. C'est Vous des voyez femmes qui donc, portent des enfants d'autres voilà. femmes. Vous voyez Si donc, vous voulez. et c'est pour ça, c'est ça nos plaintes. Nous allons dans un environnement asocial. Asocial, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que nous avons hérité de la nature, c'est-à-dire la répartition même des sexes, est remise en question. Tout le monde rejette. On m'a dit qu'apparemment en Amérique du Sud, un garçon peut décider de devenir une fille, et on fait ça, et les médecins aussi s'en délectent, et vice-versa. Bon, vous voyez, lorsqu'on est dans ce tel cheminement, vous allez parler de l'évolution scientifique. Moi, je vous dirais que c'est une, j'allais dire, désagrégation totale de la société. D'accord. Donc en fait, ici, mon fils, comme il n'y a pas de problème, envoie ta fille à la maison. Elle va avec les jumeaux chez grand-mère au village. Et il y a de temps, voilà les grandes vacances, qu'elle aille au village, mais tu restes avec madame. D'accord. Voilà, et elle va commencer à prendre des choses. Isabelle Carole, est-ce que cette fille de 16 ans, dont s'inquiète le père, est une fille en danger, du moins pour son avenir, en tant que femme? Et ensuite, deuxième étage de ma question, est-ce que il n'est pas trop tard pour la récupérer? S'il faut parler de récupérer, entre guillemets, toujours, il faut être très prudent avec les mots qu'on utilise. Isabelle Carole. Je crois qu'il ne se fait pas tard. Je crois qu'il ne se fait pas tard. On n'a pas parlé d'une fille qui soit désordonnée, on n'a pas parlé d'un enfant qui découche, on n'a pas parlé d'un enfant qui côtoie des personnes qu'elle ne devrait pas. On n'a pas parlé d'un enfant qui ne réussit pas à l'école. On a parlé d'un enfant dont les parents sont un peu trop amoureux. Que trop présents aux côtés de cet enfant au point où elle pourrait se retrouver en train de ne pas avoir certaines notions. Non, je crois simplement qu'il est temps de régler l'horloge, clairement, ou alors le papa y compris, qui voit ça, qui apprécie mieux la situation, parce que la dame, peut-être pour elle, faire à manger, faire le ménage, pour elle, c'est normal, et elle estime que peut-être les enfants copient ce qu'elle est en train de faire. Pourtant, il faut que ces derniers mettent véritablement la main à la pâte, surtout la fille, parce que pour les garçons, c'est pas la même éducation. La façon avec laquelle on éduque, on encadre un garçon n'est pas la même que pour une fille. Donc je crois que c'est au papa de beaucoup parler avec sa femme. Et par conséquent, à elle, cette femme, de pouvoir l'inculquer à l'enfant, notamment à cette jeune fille. Je crois qu'elle a 16 ans, mais on peut encore tout sauver. Rien n'est perdu, on peut encore tout refaire. Lui dire, voilà, écoute, va faire ceci, ou alors désormais les week-ends, désormais les dimanches, tu feras à manger. Peu importe le résultat que ça va donner, vraiment tout le monde assume et comment, ou du moins peut-être elle et ses petits frères, peut-être la maman peut s'atteler à faire peut-être le repas du papa. Mais dans tous les cas, il n'est pas tard pour l'imprégnation, ça commence petit à petit. Vos enfants, vous les aimez, oui, mais donnez-leur un peu d'espace de pouvoir eux-mêmes se former. Parce qu'entre l'école où on va et l'école de la vie, il faut retenir que le fossé est si grand
que demain on peut avoir des diplômes et ne pas garder un homme, ne pas savoir garder un homme parce que la maman nous a tellement dit allez à l'école, apprenez et tout, elle s'est contentée de tout faire que demain on se retrouve en train de perdre l'amour de notre vie. Est-ce que c'est décisif pour une femme de savoir faire à manger? Oui, c'est important, c'est très important, c'est ce qui caractérise une femme. On vous dira, la femme c'est la marmite. Parce qu'il me souvient quand même qu'il y a un débat comme celui-là, un débat similaire en France avec deux femmes qui ont occupé les fonctions en France d'égalité homme-femme, de parité genre. D'abord, la première c'est Jacques Vallaud-Belkacem et l'autre c'est Marlène Schiappa. L'une a servi pour François Hollande et l'autre avec Emmanuel Macron. Et ces deux femmes estimaient en leur temps, dans leur discours, estimaient que pour élever les enfants, pour arriver à l'égalité homme-femme, il fallait ne peut pas faire de distinction dans l'éducation du garçon comme de la fille. Ça veut dire que si on a une fille à la maison, il ne faut pas forcément la destiner à des tâches ménagères et cuisine et faire en sorte que le garçon également puisse lui aussi, donc indéfiniment, fille comme garçon, grandir comme cela. Ainsi on aurait une société qui serait plus égalitaire. C'est un débat qui a eu lieu. Est-ce qu'aujourd'hui, une femme n'a pas d'autres arcs, d'autres cordes à son arc pour pouvoir garder un homme, comme vous dites? Non, mais c'est toutes ces cordes qui sont importantes pour l'arc d'une femme. Toutes ces cordes sont hyper importantes. Parce que oui, vous avez des diplômes, oui, vous êtes allé à l'école, oui, vous avez un bon boulot, mais en même temps, un homme le soir a besoin d'avoir une maison propre. Un homme a besoin d'avoir une femme qui va savoir lui faire de bons petits plats. Il va pas passer une vie au restaurant. C'est pour ça qu'il y en a où il faut apprendre ça. Et quand on a la chance de grandir auprès d'une maman, ben, c'est là où il faut apprendre. Parce qu'il n'y a pas un moment où on vous dira, ok, d'accord, on va commencer l'école tel jour, prendre un bic et un cahier, aujourd'hui une autre, poivre blanc de ceci qui est important pour faire cela. C'est pendant son passage auprès de la maman qu'on inculque ça, qu'on apprend ça. Donc je crois que la petite fille aujourd'hui devrait se rapprocher de la maman et la maman aussi devrait pouvoir lever le pied. Donc laisser l'enfant aussi pouvoir, après qu'elle ait fait une sauce, faire le complément. Et ça va graduellement en réalité. Ça va graduellement, qu'elle n'ait pas l'impression, parce que moi je peux comprendre un peu la dame. Elle peut avoir l'impression de dire, ok d'accord, au lieu de laisser Oriane aller à la cuisine et mal faire mon repas, autant mieux je m'applique à le faire et à bien le faire. Raison pour laquelle elle est parfois réticente parce qu'elle est sensible à ce qui doit être bien, à ce qui doit être correct. Elle se dit non, l'enfant n'a pas encore l'âge pour ça, elle ne va pas bien le faire, autant mieux que je le fasse. Mais je dis oui, quelque part la dame a raison, mais non aussi parce que l'éducation de l'enfant est engagée. Ou alors son futur aussi. Alors Chalamel, est-ce à dire que cette maman n'a pas conscience des enjeux, des véritables défis qui attendent cette fille dans la vie? Vous savez, nous avons des personnes qui sont adeptes de la perfection. Vous avez des personnes qui aiment voir des choses bien faites et parfois faites par elles-mêmes. Nous sommes dans le cas de cette femme qui aime voir les choses bien faites. Elle a toujours l'impression qu'en confiant à l'enfant, cela ne sera pas bien fait. L'homme, au lieu de prendre cette décision que je trouve, ou cette réflexion que je trouve tardive, aurait dû enquêter sur le passé de cette fille. Quelles sont les conditions dans lesquelles elle a grandi? Est-ce qu'elle a eu un père très autoritaire? Est-ce qu'elle a grandi dans une famille où elle était brimée? Ou c'était elle la personne à tout faire? C'est à ce moment-là qu'il pouvait commencer à préparer. Les habitudes ont la peau dure. Il ne viendra pas le dire chant, elle ne pourra pas. Vous savez, dans les maisons des enfants qui ont dit balayer le sol. Dès qu'on dit balayer le sol, subitement son corps prend 30 kilos. Il commence à peser. Nous-mêmes, ça nous arrive avec nos mamans. À la maison, parfois, on dit, bon, va puiser l'eau. Vous tenez, la maman prend le sol, elle part. Et tu crois que on a coupé mes bras, je vais aller puiser de l'eau. Après, la maman vous met à côté. Désormais, c'est elle qui fait toutes les tâches parce qu'elle sait qu'elle ne peut pas compter sur vous. Donc, je crois que l'homme devrait prendre le temps d'observer la vie en famille,
et sur peut-être l'exemple de Mbombo, réorganiser véritablement en disant ok, tu veux faire ça, laisse. Mais vous allez vous rendre compte que elle va laisser, il va balayer, après elle reviendra dire encore le sable, elle-même va rebalayer. C'est des soucis de perfection, on ne peut vivre qu'avec ça. Donc, Mbombo a trouvé peut-être la bonne solution, je les pose, qu'on envoie les enfants au village, chez d'autres personnes qui vont les prédisposer à pouvoir entrer à la cuisine, savoir s'occuper, parce qu'on a à côté une femme trop perfectionniste, et la préparer c'est tout. Est-ce que c'est dangereux pour cette fille? Est-ce qu'elle aura des problèmes dans sa vie? C'est dangereux à plus d'un titre. Oui, si elle grandit comme ça. C'est dangereux à plus d'un titre. Si elle grandit comme ça, c'est dangereux à plus d'un titre. Comment ça? Mais si elle tombe sur un non, monsieur Fopoussier, la première chose qu'une fille fait quand elle arrive au Shenga célibataire, c'est le riz sauté. Et elle a peur de lui. Sommes-nous quelque chose là, le riz sauté? Si elle loupe déjà le riz sauté où elle est pas où? Elle commence par avoir peur de l'huile chaude. Elle est obligée. Mais vraiment, monsieur Fopoussier, vous voulez nous faire épouser vos règles de Marlène Schiappa? Nous, on est au Cameroun, monsieur Fopoussier. Non, mais... Non, Marlène Schiappa n'a pas le bois. Ici, elle ne peut pas admettre qu'une fille vienne fendre le bois. Pour moi, elle parle de l'égalité là-bas. Que ma fille fend le bois alors qu'il y a les garçons là qui peuvent fendre le bois. Elle a le gaz. Même ici, c'est le garçon qui porte la bouteille de gaz. Vous n'avez pas la fille. Même leur maman, on ne lui permet pas de porter la bouteille. Bon, dans les cas extrêmes où le gaz est fini, il n'y a personne à la maison. Elle peut prendre un pouce. Mais laisser les chapas là-bas, les Belkacem. Nous, ici, on encadre nos enfants dans notre environnement. Dominique Audrey, qu'est-ce que vous en pensez? Vous savez, toutes ces questions qu'on évoque sont des questions tout à fait particulières, puisqu'on voit très bien que cet homme s'inquiète pour sa fille, pour son devenir, pour son avenir. Et on voit également que nous avons une maman qui, dans son esprit... Elle a encore un bébé à la maison. Voilà. Tous ses enfants sont des bébés. Oui. Qu'est-ce que vous diriez? Malheureusement, je suis un produit de ce genre de maman. De ce genre de maman qui laisse l'enfant aller à l'école. Vous rentrez, vous trouvez que maman a tout fait. On a tout préparé, on lave votre tenue quelquefois, on vous fait ci, on vous fait ça, on vous fait ça. Malheureusement, lorsqu'on se retrouve dans une autre vie, je ne vais pas dire la vie active parce que ce n'est pas un métier, lorsqu'on commence à côtoyer d'autres personnes, on se rend compte qu'on a énormément de tard. Et parfois, si vous tombez sur des personnes qui ne sont pas assez ouvertes d'esprit, qui puissent comprendre que les enfants, nos enfants sont habitués, maîtrisent un certain nombre de choses. À côté, il y a d'autres enfants qui n'ont pas eu cette culture-là. On va tomber sur des individus qui vont marginaliser, par exemple, cette jeune femme qui ne sait pas, qui ne maîtrise pas trop certaines cuissons, qui ne maîtrise pas laver les chemises, qui ne maîtrise pas un certain nombre de choses, parce que maman a toujours veillé à ce que les choses soient faites. Que tu te lèves le matin et ou tu ne te lèves pas, tu sais que maman a déjà lavé le sol, maman a déjà lavé les assiettes, maman a déjà fait ceci, mais ça n'empêche que tu sois une bonne fille. Dans cette maman, elle pourrait commencer à avoir des exercices simples. Vraiment, la femme, on ne peut rien lui reprocher si ce n'est son besoin de son amour maternel exacerbé. On ne peut pas le lui reprocher, mais ce qu'on va lui dire, c'est que si elle continue dans cette lancée, elle a eu le mariage, mais sa fille, elle ne l'aura pas le mariage. Parce que qu'on le veuille ou non, on vit dans un contexte sur un continent avec une culture qui voudrait que la bonne femme sache faire à manger, la bonne femme sache tenir la maison, la bonne femme sait faire des enfants, la bonne femme maîtrise un certain nombre de choses. Et si sa fille n'entre pas dans ce canevas, dans ces standards-là, elle finira malheureusement vieille fille près de sa mère. Donc que ce soit pour les garçons, que ce soit pour sa fille, elle peut commencer à demander à sa fille le week-end de faire à manger pour toute la maison. Même si ce n'est pas bon, elle va dire à son père, c'est ta fille qui a fait, il faut qu'elle commence à se préparer, par exemple au mariage. Elle peut improviser des voyages avec son mari
Elle peut même en semaine dire aujourd'hui je ne vais pas cuisiner. Elle appelle, elle lui dit bon, tu vas aller à la cuisine, tu prends l'arachide, tu trempes, tu mets le poireau, tu mets ceci, tu vas faire la sauce blanche, je suis en chemin. En chemin, elle n'arrivera pas jusqu'à ce que sa fille ait terminé de cuisiner. C'est comme ça que son enfant apprendra à doser le sel, mais tout de même, il faudrait qu'elle lâche parce que si elle décède aujourd'hui, sa fille va se retrouver seule, jetée dans la nature. Et la nature ne sera pas aussi indulgente qu'elle, la mère. Il y aura également qu'on lui dira, oui, c'est parce que c'est ta nièce que tu n'as pas tenu à faire d'elle une bonne femme comme toi. Il y aura des jugements que les gens émettront sur elle sans savoir que c'est juste de l'amour et de la protection. Et pour les enfants de 6 ans, l'exercice qu'on peut commencer à leur prodiguer aujourd'hui, à leur âge, par exemple, c'est de dresser le lit le matin lorsqu'ils se lèvent, obligatoirement. Pas de télé avant 10 heures, de rincer les assiettes du déjeuner après le déjeuner, bien entendu. Quand la grande sœur a lavé les assiettes le matin, lorsqu'on prend le café, les enfants peuvent le faire. Même si la grande sœur va venir rincer après, au moins les enfants auront mené cette activité et avec le temps, ils vont se perfectionner. C'est de cette façon que la maman pourra donner progressivement les responsabilités aux différents enfants. Aux garçons, on peut leur dire ramasser les papiers dans la cour, même s'il n'y en a pas, allez quand même ramasser, allez balayer. Faites quelque chose, du moins, pour que les enfants commencent à apprendre à fonctionner comme maman, parce qu'elle peut tomber malade, elle peut avoir un accident, elle peut voyager, elle peut. Ces enfants doivent pouvoir la seconder. On va à présent lire quelques messages de nos téléspectateurs. Isabelle Carole Soupette. Le débat dont vous parlez a lieu en France et donc au Cameroun. La France n'est pas forcément un exemple à suivre, donc évitons de nous acculturer, surtout que vous êtes des exemples de notre société. Adams depuis Yaoundé. Vous avez pris l'exemple sur la France. Je pense que rien n'est perdu pour cette jeune fille et son avenir, surtout si elle se montre volontaire aux tâches ménagères et que sa maman se montre aussi plus coopérante à la construction du futur foyer de sa fille. Si cela n'est pas possible, bonjour. Il faut prier qu'il faut que son mari soit tolérant. Thomas Baudion depuis Mbanga. Cette femme éduque sa nièce sans lui apprendre les contours pour une bonne maîtresse de maison. Il faut rapidement relever ce pan que les parents commencent à l'imprégner dans les tâches ménagères et cuisine, car tous les autres enfants copient ce qui se passe dans la maison. Hervé depuis Kumba, je pense que le papa doit faire partie des enfants en vacances chez grand-mère et surtout amener sa femme à comprendre le rôle des parents envers les enfants. La grand-mère est pire, franchement. Les grand-mères sont pires. Là, alors même déplacer le verre, elle ne va pas déplacer. La grand-mère voudra tout faire. Vraiment, mon enfant ne travaille pas, mon enfant machin. Kiki Queen, même en Europe, on engage les enfants dans les tâches ménagères. Ça, c'est sur la page Facebook de l'émission. Alors, autre message. On a Martine qui dit oui, à 16 ans, on peut commencer à dire à l'enfant ce qu'on n'a pas pu lui dire ou qu'on aurait pu lui dire dès le départ. Elle peut commencer à être toujours présente dans la cuisine et la maman de se retirer progressivement afin que cette dernière puisse apprendre comme il se doit. Alors, ma mère m'a élevée comme ça. Mes frères et moi, on ne faisait presque rien à la maison. Même quand j'ai accouché à 19 ans, elle avait toujours mes habits. Mais quand je partais en congé ou en vacances chez ma tante, je mentais que je connaissais préparer. Elle me faisait faire et c'est comme ça que j'ai appris à préparer chez ma tante. Maintenant, je vis avec mon homme, ses amis et lui aiment ma nourriture jusqu'à. Le message n'est pas signé. Il y a de l'espoir. Il faut que le père envoie la fille au village. C'est la seule option pour que cette dernière puisse apprendre. La jeune fille doit pouvoir participer pleinement dans ce foyer ou encore dans les tâches pour être prête à gérer son propre foyer à l'avenir. C'est Priscilla depuis Tchang qui envoie le message. Voilà. Ok, merci pour ces nombreux messages, madame, monsieur. On va tout de suite prendre la colère de Charles.
Je m'interroge ce jour sur la question de la rationalisation de la gestion des ressources humaines dans les établissements et entreprises publiques de ce pays. Dans une correspondance marquée très urgent, le secrétaire général de la présidence de la République, il y a quelques semaines, répercute au secrétariat du Premier ministre, des services du Premier ministre, les très hautes instructions du président de la République portant sur l'approbation préalable de ce dernier avant toute nomination dans les postes au sein de l'administration camerounaise et le respect des exigences d'équilibre et de représentativité des composantes sociologiques de la nation dans les recrutements et la gestion du personnel dans les entreprises et établissements publics. Dans sa correspondance, le SGPR explique que cette directive a été prise en raison d'un certain nombre d'abus qui ont été constatés en la matière. Il s'agirait notamment du non-respect des exigences d'équilibre et de représentativité des composantes sociologiques. Très belle décision sur la forme, mais peut-être mal pensée sur le fond, dans la mesure où le mal semble être profond, très profond même, de l'avis de certains experts, qui estiment qu'il ne reste plus que l'amputation complète de ce système. Premier couac, les fondements juridiques de cette directive reposent sur les dispositions des lois numéro 2017-010 et 2017-011 du 12 juillet 2017, portant respectivement statut général des établissements publics et des entreprises publiques. Or, les textes évoqués par le SGPR précise que cela n'est possible que si des dispositions spécifiques tendant à soumettre à l'approbation du président de la République l'organigramme et les nominations des directeurs assimilés sont prévues dans les statuts des entreprises publiques ou les décrets portant organisation des établissements publics. En plus, selon cette loi, cette inscription ne devrait concerner que les entités publiques stratégiques. Seules les entreprises et les établissements publics dont les textes organiques ont expressément prévu cette approbation devraient s'y soumettre. On y voit clairement que cette directive semble être à tête chercheuse. Deuxième couac, de l'avis de certains experts, cette instruction présidentielle est contraire à l'acte uniforme OHADA, révisé relatif aux droits des sociétés commerciales et au groupement d'intérêt économique, adopté le 30 janvier 2014. Ce texte supranational prévoit que le conseil d'administration nomme au poste de directeur assimilé sur proposition du directeur général. Troisième couac, les Camerounais savent qu'il est inutile de postuler si vous n'êtes pas le fils d'eux. Les mastodontes d'État ne recrutent pas le tout venant, sauf à de rares exceptions. Comment comprendre que les grandes institutions du pays soient devenues la chasse gardée de certaines personnes qui les occupent? Par exemple, à l'Assemblée nationale, la primature, le Conseil économique et social, les entreprises publiques et parapubliques, telles que la SNH, la CNPS, la CSPH, Camtel, SNI, le Curie et j'en passe. Question. Quel est donc le mode de recrutement dans les différentes entreprises? Comment comprendre qu'on parle de rationalisation dans la gestion des recrutements alors qu'on a donné en héritage des entreprises publiques et parapubliques à certaines personnes depuis des années? Comment ne pas comprendre que ces personnes, ne sachant ou se sachant roitelets, décident au nom de leur royaume de recruter qui ils veulent au poste de leur choix? Comment parler de rationalisation dans le recrutement des nominations et nominations dans les administrations publiques lorsque c'est connu avec des listes circulantes sur Facebook qu'on retrouve dans certaines entreprises les mêmes patronymes des employés qui renseignent à suffisance sur la récurrence généalogique de ces personnes? On parle de rationalisation alors qu'on retrouve plusieurs enfants et autres membres des familles des ministres ainsi que ceux d'autres hauts commis de l'État et hauts gradés de l'armée dans les grandes entreprises de ce pays. Comment comprendre qu'on parle de rationalisation lorsqu'on n'a pas fini avec cette histoire de listes confectionnées aux différents concours et admissions dans les grandes écoles dans ce pays? C'est un secret de polichinelle que de dire que personne ne sait que pour y parvenir, l'on a recours à plusieurs strates: corruption, trafic d'influence, favoritisme, clientélisme, copinage, népotisme, tribalisme,
compromission de toutes sortes et appartenant, on va le dire, à certains réseaux bien compliqués. Comment comprendre que les détenteurs de ce fameux pouvoir discrétionnaire à eux confié et eux-mêmes nommés discrétionnairement ne se sont jamais distingués, ni par leur probité, ni par leur rectitude morale, ni par leur ardeur au travail, encore moins par leurs compétences. Disons clairement que si ces méthodes, réclamées par les très hautes institutions, avaient permis de sélectionner les meilleurs d'entre nous pour pouvoir aux différents postes, notre administration serait effectivement productive, efficace et soucieuse de l'intérêt général et du bien commun, ce qui est loin d'être le cas. Comment peut-on parler de rationalisation, de recrutement dans les entreprises publiques, lorsqu'on sait que les postes politiques au sein du régime en place obéissent à plusieurs ordres, parmi lesquels l'équilibre régional qui jusqu'à ce jour fait problème, l'adhésion au parti, la défense des intérêts du champion national, l'influence de certaines familles proches des instances institutionnelles ou décisionnelles. Savez-vous que les recrutements et nominations façon renouveau se sont révélés être de véritables calamités pour notre pays qui se trouve pris en otage par des prédateurs animés par une voracité insatiable à nul autre pareil. Finalement, rationalisation, respect des composantes sociologiques, s'adresser à quelle entreprise? Pourquoi n'avoir pas respecté les textes OHADA? Dans tous les cas, la question mieux, les réponses, les Camerounais le savent, on ne postule pas n'importe où dans ce pays si on n'a pas quelqu'un, si on n'est pas quelqu'un. On n'intègre pas n'importe quelle école si on n'a pas quelqu'un, si on n'est pas quelqu'un. Faudrait-il désormais que ce soit à la présidence de tout arbitrer? La question, les réponses, c'est à vous. Au cœur de cette question de la rationalisation des recrutements que vous évoquez ce matin, Chalamel Bachou, il y a la performance de nos établissements publics et de nos entreprises publiques. Nous avons quelques-unes qui sont en concurrence, je parle là d'entreprises publiques, plus précisément avec d'autres entreprises. Quand on prend le cas de l'aviation civile, on peut évoquer aujourd'hui par exemple la compagnie aérienne camerounaise, Camerco, et comment elle se comporte vis-à-vis d'autres entreprises et compagnies aériennes africaines et comment elle se positionne par rapport à tout cela. On a d'autres secteurs. Aujourd'hui, on a Camtel, par exemple. Comment Camtel se positionne par rapport à la concurrence, alors que Camtel jouit quand même au point de départ d'un gros avantage par rapport aux multinationales qui sont arrivées au Cameroun. Donc, il y a cette question de la performance. D'ailleurs, lorsqu'on lit Winston Churchill, j'aime beaucoup Winston Churchill, c'est l'ancien Premier ministre britannique qui parlait toujours en termes de performance et de problèmes auxquels un gouvernement doit faire face. C'est qu'à trop fuir un problème, à trop fuir une question, à trop fuir à adresser une question, soit on double la problématique, et d'ailleurs c'est ce qui se passe au Cameroun, plus on veut s'évader, plus on veut fuir le vrai problème, plus la montagne grandit. Et il préconisait d'ailleurs que c'est de faire face. Faire face, ça veut dire de réduire déjà à moitié la question. Donc, Boro Bengan, est-ce que parler de rationalisation aujourd'hui, tel qu'on le voit, en termes de composantes sociologiques, en termes d'équilibre régional, est-ce que pour vous, si nos entreprises publiques étaient performantes aujourd'hui, nous aurions sur la table ce débat sur les équilibres régionaux et les composantes sociologiques? Je ne pense pas. Je ne pense pas, justement. Il est question ici de la performance, premièrement, et deuxièmement, de ce que j'aime souvent les députés, j'aime souvent entendre les députés parler, la redistribution des fruits de la croissance. Donc, Charles Mercure aime utiliser cette expression. Il y a le vivre ensemble, il n'y a pas le manger ensemble. Non, quand je m'évertue de nous rappeler tous les circonstances qui ont amené le Cameroun à cette dérive-là, et je vous ai toujours dit que ça a commencé en 1983, et justement, et cette période ici, lorsque on a commencé à lever les suspicions sur les ressortissants du Nord, ceux-ci se sont sentis exclus du système, et le Sud en général, le Grand Sud en général, avait commencé à développer des idées du genre nous aussi c'est notre tour et tout ça. Or, la formule, et c'est là où la responsabilité reviendra toujours au président de la République actuelle,
il a quand même été au cadre de la présidence de la République. On le renvoie au ministère en charge de l'éducation nationale et à l'éducation nationale, cher ami. On commençait, c'est là où il apprenait, quand vous sortirez de l'ENIEJ, c'est-à-dire instituteur, on vous envoyait dans ce que nous appelons arrière-pays. Et c'est à votre retraite, à l'approche de votre retraite, qu'on vous ramenait vers votre lieu de naissance. Parce que dans nos actes de naissance, c'était bien écrit ethnie et tout ça, et cette répartition-là. Et justement, lorsque ça a commencé à capoter, 83, 84, 85, ce livre de Pierre Flambeau-Ngaya, La Cameroun qui gouverne, je pense c'était chez l'Harmattan en 1987, sortait à point. Il fallait rectifier cela. Il fallait réamener le Cameroun dans une espèce de convivialité, de consensus national. Mais comme les gens se sont octroyés des postes j'allais dire, en rivalité avec d'autres, ça n'a pas été facile. Au point où lorsqu'on veut donc revenir à ce que Charles Hamel a dénoncé tout à l'heure, la répartition par des gains politiques de la majorité présidentielle d'une part et du président de la République d'autre part, vous voyez que là, le marchandage ne fait que nous enfoncer. Donc, la lisibilité n'est plus normale. Donc, déjà, même à l'époque, c'était un peu subjectif, mais c'était normal. Vous sortez de l'ENIEJ, je ne sais pas moi, c'était à Bonamou Sadi. Bon, les gars, on regarde, bon, quels sont les gars du littoral? Les gars du littoral, on les envoie à l'ouest, de Sem-Nord et tout, ainsi de suite, ainsi de suite. Bon, c'est toujours subjectif, mais au moins dans l'imaginaire de ceux qui parlent, ils se disent que même si on m'envoie... Prenons un cas pratique. Prenons un cas pratique pour bien étayer et bien édifier ceux qui nous regardent ce matin. Nous avons connu une équipe des Lions, notamment du Cameroun, performante, où il y avait dans la même équipe des frères d'une même famille. Tout à fait. Mais parce que cette équipe des Lions avait des résultats, personne ne se posait la question de savoir d'où viennent ces personnes. Oui. C'est pour ça que je vous ai répondu de manière claire que oui. Dire que si... Parce qu'il n'y a plus de performance. Oui. Et parce qu'on y a intégré d'autres données qui ne sont pas des données performantes. Par exemple, lorsque Mayebi et son frère Bassoua jouaient, que ce soit Union de Douala où j'étais des titulaires, on n'avait jamais imaginé que bon, c'est même père, même mère. Parce que Union gagne des coupes jusqu'à la Coupe d'Afrique. Et Lemva avec ses frères, je pense qu'ils étaient 3 ou 4, à Canon et à l'équipe nationale, on n'a jamais imaginé que les frères Biik arrivent ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, c'est la performance justement, parce que l'imaginaire collectif était au niveau de la performance. De la performance. À l'époque, il est décédé dernièrement, l'un des capitaines de Lyon, il est mort de bon. Oui, vraiment, c'est dégueulasse. Il jouait à Union de Douala. Ici. Mais il était avec les joueurs de Canon, mais on n'a jamais imaginé que c'était un bêtis ou tout ça. Bon, et à l'époque même où on parlait de Dragon à Oussa, ils n'ont pas mléqué et tout. Mais pourquoi l'esprit du tribalisme n'était pas ancré? C'est-à-dire justement, on intégrait que c'est la tribalité. Tu sais que tu es à tel lieu. On parlait de Noubel Bamewondo, Noubel Bassa, Noubel ceci. Mais ça n'a jamais apporté des rivalités, quoi que ce soit. Et c'est ça qui était transposé au niveau des entreprises, des affectations, ainsi de suite. Je vous dis que ça chamboule en 83. Lorsqu'on intègre dans l'imaginaire du Cameroun que le Grand Nord a, apparemment Haïti doit même regretter d'avoir démissionné. Ils veulent, on commence à faire bloc. Et dans ce genre de choses, lorsqu'il faut redresser l'équilibre, le multipartisme arrive. D'accord. Non, vous n'avez pas voté pour nous. Vous vraiment vous laissez nous, voilà. Et ça nous amène d'embourbement. Avec des dérives comme on en voit. Comme on en voit aujourd'hui. Dominique Audrey, quel est votre commentaire sur la question de la rationalisation des recrutements dans les entreprises publiques et établissements publics d'abord? Parler de rationalisation à venir dans les entreprises publiques, disons que oui. C'est une chose qu'il faut faire. Parce que des experts se sont interrogés, se sont arrêtés sur la question. Je pense notamment à Dame Ondouabiwele. J'ai lu une des interviews qu'elle a données sur un site internet. Du moins, un site internet a repris une communication qu'elle effectuait dans laquelle elle mentionnait
que le mauvais déploiement de la ressource humaine est la cause des problèmes qu'on rencontre aujourd'hui dans nos différentes administrations publiques. Elle fait savoir que la ressource humaine est la première et la seule qui donne du sens aux autres ressources. Dans une entreprise, une administration publique, on doit pouvoir retrouver un certain nombre de valeurs. On doit trouver la justice. On doit trouver une capacité de rendement hors norme. On doit pouvoir avoir une responsabilité des différentes personnes qui travaillent dans ces entreprises-là et avoir de l'efficacité. Lorsqu'on fait on jette un regard panoramique sur nos différentes administrations publiques, on est obligé de convenir avec Donny Elwood dans une de ses chansons où il disait « Ma vie va changer, mon frère est en haut, je vais gagner des marchés ». On a cette impression-là lorsqu'on regarde nos administrations publiques qu'on a tout sauf des personnes qui sont à leur poste, on a tout sauf des personnes qui sont efficaces. Toutes nos entreprises sur lesquelles on aurait dû se focaliser, s'accentuer, se baser, sont comme ça. On ne sait pas trop à quoi est-ce que ça rime aujourd'hui. Donc, il y a un travail à faire. Une administration publique qui se veut fonctionnelle, qui se veut performante, doit avoir un effectif. Et dans cet effectif-là, on doit avoir les personnes qu'il faut, avec des capacités qu'il faut. Et vraiment, que ce ne soit pas des entreprises villageoises, que ce ne soit pas les regroupements familiaux qu'on retrouve dans ces entreprises-là. Parce que c'est ça qui entache le travail, c'est ça qui entache les performances des entreprises publiques aujourd'hui. Alors, Isabelle Carole, quels pourraient être pour vous les critères de recrutement? Le recrutement devrait simplement se faire sur la base de la compétence. C'est ce qu'on recommande. C'est ce qui, en principe, devrait faire partie des premières caractéristiques, sur la base de la compétence. Maintenant, on ne devrait pas, comme nous sommes, oublier le fait que nous sommes dans un pays, on parle de dirigeants quand même aujourd'hui au Cameroun, on devrait pouvoir à un moment donné faire prévaloir l'équilibre régional. On ne peut pas arriver dans une entreprise dite publique et retrouver de la tête aux pieds des personnes, je ne vais même pas dire d'une même famille, mais d'un même village, au nom de quoi ce ne sont que ces personnes qui occupent des postes dans cette entreprise dite publique. Est-ce à dire que c'est seulement dans leur village qu'on a des comptables, qu'on a des personnes, des meilleurs gestionnaires, qu'on a des personnes qui puissent mieux piloter une entreprise? Je crois que là, on est plutôt en train de s'aimer des guerres. On est en train d'envenimer le tribalisme. On est en train de créer plutôt des frustrations. On est en train d'amener des divisions. Et on est en train de montrer aux autres que vous ne pouvez pas accéder à certains postes. Vous ne pouvez pas accéder à certaines classes de ce pouvoir parce que vous ne faites pas partie des privilégiés. En réalité, il n'y a pas de privilégiés lorsqu'on parle de tout un peuple, de toute une nation. On devrait pouvoir prendre des personnes qui peuvent servir les autres. C'est pourquoi je parle de compétences et d'équilibre régional qui, en principe, devraient faire taire tout cela. Malheureusement, aujourd'hui, on n'assiste pas à ça, mais plutôt à toute autre chose, mais qui est encouragé par le numéro 1. Parce qu'en réalité, si le président de la République tape du poing sur la table pour dire plus jamais ça, que ce soit dans ces entreprises de public et autres, ou ces établissements, on ne devrait pas se retrouver là. Moi, je crois qu'on est plus nuancé sur du tribalisme, du favoritisme, au détriment d'autres valeurs qui devraient pouvoir être mises en avant. Encore qu'on est dans une situation aujourd'hui où vous avez des crises anglophones, où les uns et les autres estiment quand même qu'à un moment donné, ils sont lésés et rejetés. Ce sont des choses comme ça qui devraient interpeller plus d'un. Et se dire qu'aujourd'hui, on a besoin de tous pour créer une ambiance qui va permettre à tout le monde de pouvoir se retrouver. Parce qu'en réalité, le pays, ce n'est pas pour une personne, c'est pour tout le monde. Alors, Chalamel, pourquoi ça se passe ainsi? Je l'ai dit, tout porte à croire de l'avis des experts, de certains experts observateurs de la scène politique camerounaise, que c'est des récompenses. C'est la logique de conservation du pouvoir. Rappelez-nous, vous avez parlé tantôt de quelques entreprises, vous avez cité le cas de Camtel. On se rappelle qu'en 2013,
On accusait l'ancien directeur général de l'époque, c'est pas moi, tous les presse, Koto Emane, d'avoir recruté les épouses de certains collaborateurs du chef de l'État pour camoufler, avait-on dit à cette époque, certains actes. Vous vous rendez compte qu'en allant faire un tour, vous allez découvrir effectivement qu'il y a des épouses de certains collaborateurs du chef de l'État aux anciens collaborateurs. On se rappelle que l'un des neveux du feu Ferdinand Léopold Onoyolo lui-même avait aussi été accusé. Ferdinand Léopold Onoyolo avait été accusé de la même chose. À cette époque, cela n'avait pas posé des questions. Ça n'avait pas posé, soulevé un tollé peut-être. Alors on nous dit parce que Facebook n'était pas dans l'heure. Mais il y a quelques mois seulement, que les cas de l'Assemblée nationale sont revenus sur la sellette avec les députés. Ce n'est pas encore moi qui le disais, c'est les mêmes députés qui sont montés sur la sellette lorsqu'ils revendiquaient leur prime, qui disaient, mais bon Dieu, les recrutements ici, là, mais c'est pas possible. C'est les mêmes personnes qu'on récupère, c'est la même famille. On s'attendait quand même qu'il y ait une sortie de la part du SGPR ou des responsables pour décrire la situation. On a soulevé la même question pour Cameco, qui a une masse salariale débordante. Au lieu de 260, on est à 371 personnes qui ont été recrutées pour une entreprise qui n'a besoin que de 260 personnes avec ce qu'elle a comme appareil pour pouvoir fonctionner. Lorsqu'on a voulu se lever, il y a eu un tollé, on dit non, les listes proviennent de la présidence. Vous avez les concours administratifs où lorsqu'on lance, les listes sont déjà confectionnées, on vient menacer, stresser les différents directeurs. Bon, la correspondance du SGPR, quand même, elle est bonne. C'est à féliciter. Mais on aurait souhaité que cela s'accompagne de belles mesures, que cela s'accompagne de belles décisions. Nous avons eu sur la toile, après le cas de la Sodécoton, nous avons eu sur la toile le cas des ADC. Ce n'est pas encore moi, Charles Armel, qui le dit, mais sur les ADC, on a sorti de l'organigramme. Donc vous vous rendez compte qu'on a l'impression que cette directive, c'est une directive à tête chercheuse parce que le mal est profond. Aujourd'hui, lorsque le fils de Fopoussi va venir me dire, tonton, papa Charles Armel, j'ai eu le concours de l'ENAM. Ma question ou ma réponse ne sera pas félicitations fils, mais ton réseau c'est lequel, pardon, montre-moi ton réseau. Voilà le mental qu'ont les Camerounais aujourd'hui. Ils savent qu'on ne peut pas intégrer une structure si on n'est pas fils d'eux ou fils d'eux. Or, même les textes en eux-mêmes précisent que cette directive ne peut être appliquée que si cela est contenu dans les textes réglementaires des différentes entreprises. S'ils avaient prévu cela dans les statuts, qu'effectivement, cela ne peut être fait que sur approbation. Donc vous vous rendez compte qu'on est en train d'évoluer. On évolue dans 1 plus 1 égale 2, et après on se rappelle que 1 plus 1 n'est forcément pas égal à 2, est forcément égal à 1. Donc on se retrouve à se peiner, les Camerounais, c'est le bas peuple. Ils doivent travailler pour le bas peuple. C'est le peuple qui souffre, c'est le peuple qui doit être en phase avec ses dirigeants. On veut avoir une lisibilité. Je peux vous poser une question. Comment est-ce qu'on recrute à la CSPH? Comment est-ce qu'on recrute à la Sonara? Comment est-ce qu'on recrute à la SNI? Comment est-ce qu'on recrute, monsieur Fopoussi, je sais, à la SCTM, je ne sais pas moi, à la SCDP, à la SNH? Comment on recrute, vous le savez? C'est rendu public. Alors, vous vous rendez compte que lorsque vous allez en Europe, sur les sites internet des grandes structures, il y a tout un formulaire pour ce qu'on appelle les demandes spontanées. Lorsqu'ils font les appels, c'est là sur le site. Mais fouillez les sites de ces différentes structures, vous ne verrez pas, à quelques exceptions près, vous verrez la Sonara, mais ailleurs, vous ne verrez pas. D'ailleurs, les entreprises sérieuses font souvent appel à des cabinets de recrutement, pour que ce soit plus sérieux. D'ailleurs, il y a un appel à candidature qui est bien libellé avec job description et le profil des personnes que l'on recherche. Alors, on va lire quelques messages avec vous, Isabelle Carole Zoupette, juste pour rappeler que pour ce qui est de la correspondance du LGPR, la loi, les deux lois de 2017 qui portent sur les servants publics... La loi numéro 10 et absolument, 011. d'accord, du 12 juillet
2017 qui porte sur l'une sur les entreprises publiques et l'autre sur le public sont clairs pour ce qui est des entreprises publiques, précisément entreprises publiques, puisqu'il faut s'arrimer à l'acte uniforme OHADA. Il est clair que c'est le conseil d'administration qui valide, on va dire, les recrutements au sein d'une entreprise. Donc il faut être clair là-dessus. Isabelle Carole. Concernant la colère du jour, vraiment je suis dépassée pour ce pays. Serrons juste la ceinture et avançons seulement. Blonde depuis Bandunga. Puissance divine, quelles sont les entreprises qui ne sont pas tribalistes? Il n'y aura jamais d'équilibre car ils sont majoritaires. Boca Junior qui envoie cette réaction. Pourquoi on dirige toujours mal notre pays en Afrique? Trop de frustration. Le message n'est pas signé. Sophia depuis Limbe, vraiment si on n'a personne, on n'est rien dans le gouvernement. C'est déjà comme ça au Cameroun, dans tout le monde le sait et on évolue ainsi sans que ça ne gêne personne. Un dernier message. Pourquoi on ne rationalise pas les industries? Pourquoi les barrages dans une seule province? Martin depuis Loum. Voilà, merci. Madame, monsieur, c'est ici que prend fin cette première partie du 10-12 le Zénith. Restez avec nous dans un court instant, la deuxième partie.